Bienvenue à ce premier webinar organisé par Bluebot et Custplace. Donc effectivement, je serai euh, l'animateur de cette conférence. Donc je suis Christophe Thiel, le gérant d'une société qui s'appelle dans quelque chose qui est de faire gagner de l'argent sur le web aux entreprises ou en économiser. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de la partie économie de l'argent sur le web, puisqu'on va parler de la relation client, même si finalement ça va en faire gagner, on le verra. Et je suis accompagné de Nicolas Marette de Custplace, qui est une solution qui permet de collecter des avis, mais pas que. Vous pourrez aller voir également, on peut faire des enquêtes de satisfaction, on peut aller très loin avec cette solution. On est réunis pour une petite heure pour l'expérience client 2.0, les clés du succès pour 2021. Et je suis accompagné aujourd'hui de Julien Hennemann, qui est directeur. Oh, pardon, j'ai commencé par l'homme. Je continue. Julien Hennemann. C'est pas grave. Non, parce qu'en fait, c'était dans ma liste de textes. Je suis accompagné de Justine Ziegler, chef de projet digitaux de Triba du groupe Atria. Triba, donc les fenêtres, on y reviendra. Et Julien Hennemann, qui est directeur du service client de Schmidt Group, également Cuisinella, Schmidt Cuisine, que vous pouvez connaître, bien entendu. Je vais commencer, je garde la parole encore quelques minutes. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais voir sur justement l'étude sur tout ce qui est la relation client. Et en fait, je suis tombé sur une étude qui a été publiée par Mittel et Sapio Research en juillet 2020, donc assez récente, qui nous dit que 60%, alors c'était entre les deux confinements, 60% des consommateurs européens et américains ont ressenti une amélioration dans l'expérience client offerte par les marques et enseignes. Donc ça, c'est un des points que je trouve intéressant, c'est que tout le monde a l'impression. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a plus utilisé ou pas, cette relation client? Ça, c'est une question qu'on posera à nos invités. Et ce qu'attendent les clients par rapport à cette relation client, c'est un service rapide pour 46% d'entre eux et surtout une équipe joignable en tout temps pour 33%. On verra que ça a de l'importance aussi sur ce qui s'est passé sur ce premier confinement et le deuxième qui est un peu différent, mais en tout cas sur le premier, il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Alors, l'expérience s'avère décevante pour le client et quand elle s'avère décevante, il trouve qu'en fait c'est l'entreprise qui finalement ne tient pas à fournir une expérience client digne de ce nom. Donc on va montrer du doigt la marque et surtout un point important. On dit souvent combien on a de mécontents quand on a quelqu'un qui est mécontent, à combien il en parle. Là, on nous dit c'est 44% des consommateurs français se plaignent de leur interaction négative auprès de leur famille et de leurs amis. Ça veut dire que la moitié de ces personnes interrogées vont à un moment en parler, donc la notion de bouche à oreille dont on parle régulièrement. Voilà en petite introduction. Moi, ce que je voulais demander je vais commencer par Justine. Effectivement, en 2020, enfin, on va dire que 2020 est quasiment derrière nous, encore un mois. On vit une année particulière, bien entendu. Et quand on sera en 2021, on se dira, on a peut-être des choses derrière nous, on a peut-être des enseignements à en tirer, notamment sur la relation client. Et un point qui est important dans la relation client, c'est d'être présent et être au contact des clients. Ça, c'est le point qui est le plus important. En 2020, ça ressemblait à quoi justement cette présence auprès des clients, chez Triba notamment? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Justine? Et présente-toi rapidement peut-être sur ton rôle chez Triba en quelques secondes pour bien dire qui tu es, parce que j'ai Oui. présenté très court. Alors, bonjour à tous, moi c'est Justine Ziegler, je m'occupe de plusieurs projets digitaux chez Triba, dans le groupe Atria et pour Triba, notamment la partie e-réputation, donc avec Christophe et toute l'équipe Bluebot et Nicolas pour la partie avis sur Custplace. Et donc pour répondre à ta question, Christophe, c'est vrai que 2020, c'est une année particulière où justement c'était un gros défi pour la relation client, c'est-à-dire qu'on devait être encore plus présent pendant la période de confinement. C'est ce que attendaient les clients, ouais, c'est qu'on soit présent, qu'on réponde à leurs questions, à leurs attentes. Après, ils étaient, de notre côté, hyper compréhensifs au vu de la situation. C'est-à-dire qu'ils savaient que ça allait décaler leur pause, que ça allait décaler leur projet. Mais voilà, le plus important, je pense que c'était qu'ils sachent qu'on était présent pour eux
dans toutes les circonstances. Donc voilà, tout le monde était en télétravail, on avait une permanence téléphonique pour rester en contact avec eux. Julien, de votre côté, comment ça a été justement effectivement cette notion de présence? Parce que, je le disais tout à l'heure, l'important, c'est d'être joignable de tout temps. Comment ça s'est organisé? Effectivement, on parle de télétravail chez Justine. Comment vous êtes organisé concrètement chez Schmitt? Oui, alors juste un mot aussi pour préciser, donc mes activités couvrent aujourd'hui l'ensemble de la relation avec nos magasins, donc plus de 700 magasins en Europe. Et donc c'est cette relation B2B entre notre réseau de distribution et Schmitt Group, le fabricant, et une autre partie de mes activités donc, sont avec les consommateurs finaux qui sollicitent nos marques directement. Du coup, là, je vais parler plus de la partie consommateur, bien que l'autre partie soit assez en lien aussi à cela. Donc nous, évidemment, on a basculé totalement aussi en télétravail au mois de mars. Face à cette situation, pour la partie consommateur, on était déjà bien en place, bien préparé à cela. Pour la partie B2B, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on utilise aussi des outils assez lourds, assez complexes. Donc, il a fallu mettre un dispositif en place aussi assez important avec des prises de main, par exemple, à distance sur des PC plus puissants qui sont restés dans nos bureaux. Et toute la technologie aussi du téléphone qui pouvait être encore pour partie filaire. Et donc, il a fallu faire ça en moins d'une semaine. On est arrivé à basculer sur du softphone et des solutions à distance à domicile chez chacun. Ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'était aussi vraiment le côté un petit peu défi, aventure globale des équipes pour se lancer là-dedans. Dans un contexte aussi qui était, je dirais, de sursollicitation de nos équipes, avec des consommateurs qui étaient chez eux et qui avaient besoin de se réassurer sur le fait que, est-ce que oui ou non, notre projet va, comme le disait Justine, va arriver en temps et en heure, ou quel décalage, etc. Et donc un besoin permanent d'essayer de réassurer sans pour autant avoir des leviers et des vraies réponses à donner, puisque c'était l'inconnu pour tout le monde, quoi. Et ça c'est un sacré challenge pour les équipes, parce que quand on reçoit une sollicitation et qu'on a le moyen d'y répondre, c'est plutôt facile, c'est plutôt agréable. Quand on ne sait pas comment y répondre et qu'on n'a pas plus de billes sur lesquelles s'appuyer pour répondre, c'est vraiment un enjeu compliqué. Et ajouter à ça aussi tout cet ensemble de télétravail, c'est aussi un sacré challenge pour les équipes de management d'accompagner chacun des collaborateurs chez soi à domicile. C'est vraiment très, très, très différent, et c'est un effort conséquent des équipes de management d'accompagner toutes les équipes. Comment on s'y prépare à ça en fait? Parce que finalement, on parle de toute crise, on parle de crise, hein. Clairement, c'est une crise qui peut être à un moment réputationnelle, c'est une crise là d'envergure, c'est-à-dire de structurelle. On a la structure qui explose parce qu'en fait, effectivement, tout le monde se retrouve en télétravail, c'était peut-être pas prévu. Ou est-ce que justement, il y avait déjà des briques qui avaient été prévues dans chacune de vos entreprises et qui finalement a permis d'être plus rapidement efficace, même si ce que tu dis, Julien, c'est que vous n'aviez pas toutes les réponses, ok, mais est-ce qu'il y avait des choses qui avaient déjà été anticipées, de quelque chose qui serait approchant? Personne ne pouvait imaginer ce qui s'est passé, mais en tout cas, est-ce qu'il y avait des éléments sur lesquels vous avez pu vous appuyer et qui étaient peut-être en modification ou en changement déjà? Je continue avec Julien, justement. Alors, sur un aspect purement technique télétravail, oui, sur des choses toutes simples, par exemple de dématérialisation qu'on avait lancé quelques années au préalable, de plus être obligé d'avoir des documents physiques qui sont imprimés ou de ce genre de choses. On a pu passer très facilement du coup sur une notion de télétravail. Donc techniquement, on s'était préparé à un certain nombre de choses. Après, nous qui avons un système de production à flux tendu, c'est-à-dire qu'on n'a aucun stock, on se prépare quelque part toujours à ça, mais c'était plutôt la situation de catastrophe naturelle qui nous aurait obligés à un moment donné à bloquer les usines et à tout décaler. C'était la situation la pire qu'on pouvait imaginer, et on l'a vécu. Donc c'était
Alors bien sûr, on se prépare toujours au pire, mais le pire, le niveau de risque, il est tellement faible que certes, on s'y prépare, mais c'est tellement théorique. Et quand on est en plein dedans, ben, ça a été le cas. Et on a évidemment composé avec, on s'est réinventé au quotidien aussi pour s'adapter. Mais il est clair qu'on s'était jamais préparé parfaitement à cet exercice. Et Justine, au niveau de Triba, comment ça avait été, ce qui avait été déjà mis en place a permis justement d'être plus rapidement en ordre de marche? Alors nous, de notre côté, c'est vrai que le télétravail, c'était pas du tout, dans les mœurs, de l'entreprise. Donc tout le monde, autant bien au niveau du management que des équipes, on a dû s'adapter assez rapidement au final à cette situation, suite aux annonces, du gouvernement. Et hem de notre côté, ça a été. Après, c'est ce que disait Julien au début, c'est le réseau aussi, donc nos partenaires, qui ont vu leurs magasins fermer, où on a dû les préparer à l'après-confinement, c'est-à-dire à les former un peu plus sur les outils digitaux, notamment à utiliser, les outils de visio comme Teams, ou Google Meet, ce genre d'outils. Mais c'est vrai que c'était un petit peu c'était, oui, c'était pas dans les habitudes des personnes, mais on a dû s'adapter très rapidement. Oui, parce qu'il y a un double enjeu, que ce soit pour Triba ou pour Schmitt. Il y a l'enjeu d'une équipe qui est sur la partie relation consommateur et qui est sur tout le service conso. Donc cette partie-là, c'était déjà une problématique en soi parce qu'il fallait gérer, il fallait continuer à gérer effectivement le flux de, de sollicitations qu'il y avait des clients, mais également vous avez des revendeurs, enfin des revendeurs qui sont internalisés, hein, mais finalement ils fonctionnent tous de manière assez indépendante. C'est une structure dans la structure. Euh, Comment eux ont vécu les choses en fait? Parce que eux aussi se sont retrouvés à ne plus pouvoir aller en clientèle. Enfin, c'était quoi? C'était vous aviez les clients d'un côté et les distributeurs de l'autre. Dans chaque oreille, il y avait quelqu'un qui vous parlait. Comment vous avez géré ça à votre niveau? Alors peut-être que c'est peut-être pas à votre niveau directement, mais j'imagine que eux étaient en panique aussi parce qu'ils devaient avoir des appels également. Alors, Justine, par exemple? Pardon, Ah, Ouais. vas-y. Julien, vas-y, tu as commencé. Non, je t'en prie, je t'en Ouais. prie, je t'en prie. Vas-y. OK. Non, nous, de notre côté, bah, c'est vrai qu'ils étaient à l'arrêt, du jour au lendemain, donc fermeture des points de vente, et on n'avait pas forcément de visibilité quant à la réouverture. Donc même de notre côté, pour rassurer le le réseau, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas les réponses. Mais si on veut, pendant ce premier confinement, de notre côté en tout cas, on a eu un peu moins de sollicitations quand même de la part des clients, au niveau de la relation client. Et ouais, ils recevaient des appels, mais on avait mis en place une permanence, pour, recevoir les appels des clients. Donc on avait fait des transferts d'appels chez les du concessionnaire, donc du point de vente, vers notre centrale d'appel pour que tout soit filtré au final et qu'on perde aucun appel client puisque les magasins étaient fermés. Et oui, voilà, c'était un peu incertain donc il fallait essayer de les rassurer, tant bien que mal. Julien? Alors moi, je peux compléter en disant que, au final, c'était aussi une super opportunité, puisque tout ce qu'on prépare depuis des années, des signatures électroniques, tous les outils pour faire de la vente à distance ou des rendez-vous à distance, une partie des projets en tout cas à distance, même si ce n'est pas l'intégralité, tout ça qui pouvait paraître théorique culturellement peut-être sur notre réseau, c'est devenu concret et ils ont pu y aller. Alors évidemment, notre réseau à 100% ne s'est pas jeté corps et âme là-dedans, mais petit à petit, ça vient, ça progresse et on a vu aussi une nette différence entre le premier confinement et le deuxième, où le deuxième, ça a été beaucoup plus actif encore, toute cette vente à distance. Et encore une fois, même si ce n'est pas la vente dans son intégralité, c'est une grande partie du parcours client qui a pu se faire à distance et qui a pu faire avancer
la culture de notre réseau sur ces possibilités aussi de travailler le client, pas uniquement physiquement une fois qu'il a poussé la porte du magasin. Donc ça, je trouve que c'est une belle opportunité pour cela. Et après, évidemment, il n'empêche que beaucoup de magasins ils étaient fermés, je veux dire, mais n'étaient pas du tout actifs, et les clients se rabattaient vers la marque pour ce que je disais tout à l'heure, pour être réassurés et avoir quelques garanties sur le fait que même si le magasin ne décroche pas, ne répond pas, la marque est toujours là, est toujours présente. Et là, encore une fois, le côté marque est super important et permet d'assurer beaucoup ce client. Pour aller dans ce sens-là, parce qu'on parle des distributeurs, effectivement, on parle des clients, il y a une question de Nadine qui nous demande est-ce que les poseurs étaient également intégrés dans le processus, justement, puisque eux alors ils pouvaient plus poser, a priori, en une partie du premier confinement, les poseurs ne pouvaient plus aller poser. Comment ça s'est passé derrière pour gérer avec eux, parce que il fallait eux aussi les remettre dans cette crise et peut-être les sensibiliser au fait que les clients, ils n'ont pas eu de réponse sur des pauses, sur pas mal de choses. Donc, comment ça a été anticipé aussi au niveau du poseur en lui-même, quoi, parce que celui qui est en contact le plus souvent avec le client, c'est le poseur. Alors, je sais pas sur Justine, au niveau de Tribar, comment ça s'est passé? C'est le service, donc le service du consommateur qui s'occupe aussi de tout l'après-vente, donc tout le réseau de poseurs qu'on a en France. C'est vrai qu'on a dû les prévenir. Puis même eux, ils pouvaient rien faire, quoi. Je parle du premier confinement, hein, donc Ouais, tout était à ouais. l'arrêt. Alors ils étaient pas forcément en contact direct avec le client. Ce que disait Julien, c'est que le client revenait vers la marque pour avoir des réponses. Et du coup, c'était plutôt le rôle de la marque de prendre en charge ces demandes-là et de leur répondre. Je pense que la question, elle est aussi sur la suite. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le confinement a été terminé, et là, on se retrouve sur des périodes où on peut refaire de la pause, où on peut aller en clientèle. Est-ce que les poseurs ont été aussi sensibilisés à ça? Parce qu'on a des clients qui ressortent énervés, frustrés de ce qu'ils ont pu vivre, au-delà personnellement, mais également de leur achat, parce que ça reste un achat, c'est un investissement pour leur maison. Est-ce que les poseurs ont été aussi accompagnés en disant attention, vous allez tomber sur des personnes qui voilà, sont assez énervées pour certains, ou en tout cas attendent depuis 3 mois, 4 mois une livraison? Alors, je continue juste de ce côté-là, pas forcément. Après, on a mis en place forcément un protocole, sanitaire bien précis, pour les équipes de pause, pour les rendez-vous en magasin. On les a écrits, donc on les a mis sur papier pour que ce soit transparent pour tout le monde. On a communiqué là-dessus, donc on a changé, forcément tous nos supports de com. Mais après oui, le poseur, il sait que les clients ont attendu, et ce qui est bien, c'est que le client est compréhensif aussi, même si j'ai l'impression que plus on avance en 2020 et plus ils sont impatients. Ils commencent à dire: «Bon, la Covid», maintenant on dit la Covid, elle a bon dos. Donc ils commencent à devenir impatients. Je pense qu'après le premier confinement, ils étaient très, très compréhensifs, que la production était à l'arrêt, qu'il fallait reprendre tout doucement, les chantiers, et maintenant ils commencent à se dire: «Bon, le projet que j'ai commencé début 2020, j'aimerais bien l'avoir». C'est exactement, on vit exactement les mêmes choses, hein. Alors, juste pour résumer aussi, dans notre modèle, business model, c'est toute la chaîne. Quand on arrête une chaîne comme ça, on arrête nos usines en mars, hein, on redémarre en fin avril. Et faut comprendre aussi qu'on peut pas redémarrer, c'est pas du on-off, hein, on peut pas redémarrer en plein régime en 1 ou 2 jours. C'est tout un écosystème qu'il faut redémarrer. Donc, c'est nos propres fournisseurs aussi. Est-ce qu'ils sont en capacité de nous livrer? Exemple, on avait pas mal de fournisseurs italiens aussi, parce qu'en Italie, c'était aussi compliqué la situation. Ils n'ont pas pu reprendre non plus du jour au lendemain. Donc tout ça, ça se remet en route progressivement. Ensuite, il y a les livreurs aussi. Il faut aussi que les livreurs soient en capacité de relivrer, les poseurs, etc. Donc là, effectivement, il y a toute cette notion dont tu parlais de protocole sanitaire qu'on a beaucoup travaillé pour rassurer le conso.
Et malgré tout, il y a des clients qui ne voulaient pas pouvoir venir de livrer un déposeur chez eux encore au mois de mai. Donc ça a duré un petit peu. Mais et après, jusqu'à ce qu'on soit à plein régime, je dirais nous, en fin juin, on a retrouvé notre rythme de croisière. Et après, effectivement, là où ça passait bien, la compréhension de la situation sanitaire, dans l'été, ça ne passait plus du tout, quoi. Les gens, ils avaient vite fait oublier les choses, le soleil était revenu et tout le monde voulait sa livraison, sa pause. Et là, c'est là que je dirais que les choses se sont le plus compliquées. Un des points importants dans la relation client, c'est de rassurer, très clairement, de rassurer le client. Allez, on va parler franchement. Est-ce qu'il y a eu plus de gens énervés pendant cette période, après, enfin c'est ce que tu disais, tu commençais à dire Julien pendant l'été, peut-être qu'ils étaient moins compréhensifs. L'année pour vous, ça a été une année hyper difficile, j'imagine, à vivre. Pour vous qui êtes au contact du client en permanence et sur les services consommateurs, le client a été comment? Si on peut le matérialiser ou le caractériser, pardon. Ouais. Moi, j'utiliserais le mot émotionnel pour rester positif. Mais qui dit émotionnel dit totalement irrationnel. Donc, il y a plus d'arguments qui sert dans ces. Voilà, ça sert à rien d'être dans une logique, d'expliquer, de donner des arguments concrets, arithmétiques, ça ne marche pas. Et je dirais, on aurait beau dire, attention, la crise Covid et tout, vaut quand même mieux avoir un petit retard de livraison de sa cuisine que de passer X semaines à l'hôpital en réanimation. Non, on s'en fout. Moi, j'ai pas été touché, je veux ma cuisine, je veux être livré en temps et en heure. Et donc, ce côté irrationnel, il est super difficile parce que ce que je disais avant, on n'a pas de levier concret pour le gérer. Et, et puis, nos propres collaborateurs aussi sont dans une certaine anxiété parce ils ont leur vie perso avec leurs contraintes, avec ce qu'ils ont vécu aussi par rapport à cette crise. Ils sont chez eux, ils n'en peuvent plus d'être chez eux. Il n'y a pas de vie sociale au sens professionnel du terme. Et tout ça, ça fait un savant mélange qui est assez usant. Et nous, on a en tout cas des équipes qui sont fatiguées, et à juste titre, cette fin d'année, et je pense que ce deuxième confinement, avec un mois de novembre et une période qui n'est pas propice, hein, ça a encore accentué cette fatigue et cette usure de nos équipes par rapport à ça. Et alors, je compléterais juste encore avec un aspect, qui est peut-être spécifique à notre métier aussi, c'est que tous autant qu'on est, on a passé énormément de temps chez soi à la maison. La preuve en est, j'y suis encore. Et on a tous passé tellement de temps chez soi qu'on s'est rendu compte que finalement, tiens, mon aménagement là, il est quand même pas terrible, quoi. Je changerais bien ma cuisine, je changerais bien ceci, je changerais bien cela. Ce qui est pour nous une belle opportunité, et on a eu un bel afflux, une belle dynamique sur le marché. Et Ok. aujourd'hui, on se retrouve même avec un marché en pénurie. C'est-à-dire que, par exemple, le marché de l'électroménager est en pénurie totale actuellement dans l'Europe, voire le monde entier. Et on n'est Ok. plus en capacité de fournir à temps des lave-vaisselle, par exemple. Et un lave-vaisselle, c'est quand même un peu compliqué, quoi, de gérer sa cuisine sans lave-vaisselle. Et ça, on a beau avoir plein d'arguments mondiaux pour l'expliquer, c'est inacceptable à titre individuel par rapport à un client. Difficile à gérer. Justine, est-ce que c'est pareil? Il y a eu un afflux de commentaires ou en tout cas de personnes très. Alors, je vais reprendre le terme de Julien, qui était émotionnellement très marqué et qui peut-être était irrationnel derrière, quoi, au niveau de leur approche. Oui, il y a eu des clients inquiets, mais on a été très rapide. Alors, je vais parler plutôt côté marketing. On a été très rapide et on a adapté tous nos supports dès le premier confinement pour justement pour changer tous les messages qu'on avait, pour les rassurer, pour être proche du client, pour leur dire bah, prenez le temps, c'est une période particulière. On se retrouvera après, prenez le temps d'être chez vous. Et au final, ce que disait Julien, je m'éloigne un peu de la question, mais je rejoins ce que disait Julien. Pour nos secteurs à nous, c'est vrai qu'au final, ça a été
plutôt positif parce que tout le monde était chez eux et ils ont pris le temps de voir les projets qu'ils voulaient faire chez eux. Donc que ce soit, comme tu disais Julien, dans l'électroménager ou la cuisine, mais nous, pour les menuiseries, ça a été aussi, et on s'y attendait pas, ça a été ça a été du positif. On a eu plus de demandes de devis et c'est vrai que là, pour la fin d'année et début 2021, on a beaucoup de projets en cours. Donc Parce que vous allez devoir gérer un deuxième problème, c'est que là, il y aura trop de commandes. C'est plus une histoire de Covid ou de crise, ça va être trop de commandes, c'est ça? alors non, ça va pas être trop de commandes, mais c'est-à-dire qu'on s'attendait à une baisse au final avec Ok. cette crise et c'est positif. Donc c'est positif dans tous les sens du terme. Donc plus de commandes, donc on est en croissance. Et c'est un petit peu, oui, c'est bizarre par rapport à la situation actuelle, mais c'est vrai que dans nos secteurs à nous, c'est le cas. Bon, c'est tant mieux déjà d'entendre ça. C'est plutôt bien et qu'on entende du positif. Voilà, je suis content de l'entendre aussi, moi, parce que ça nous fait du bien, un petit peu de positif. Donc, merci à vous deux là-dessus. Alors la prochaine question, ça va être pour Nicolas Marette de Custplace, effectivement, Custplace, qui est une solution, comme je le redis, hein, qui permet de collecter des avis. Alors, positif, c'est mieux. Après, il y en a toujours du négatif, hein, mais en tout cas, c'est mieux d'avoir du positif avec cet outil. Nicolas, tu avais des statistiques peut-être que vous avez ressorties auprès de certains de vos clients pour justement ce qui a pu se passer par rapport à cette période Covid. Oui, bonjour à tous, hein, désolé pour la caméra, vous ne me voyez pas. Oui, ce qu'on a constaté, nous, de façon macro, hein, c'est sur plus de 1000 marques. C'est pas forcément tant une augmentation des avis négatifs. On voit qu'en sollicitant la majorité silencieuse, on a évidemment une grande majorité de clients satisfaits. Mais pour rebondir sur ce que disaient Julien et Justine, l'immédiateté s'est vraiment accentuée. C'est-à-dire qu'on a vu au fil du temps, et même pendant la première vague, une vraie notion de où s'en est ma commande, j'ai pas reçu ma livraison, je comprends pas, et moins de tolérance. Donc Julien parlait d'émotionnel, moi je parlerais de tolérance, c'est-à-dire que on voit que il y a eu une excuse et que le mois d'avril, le mois de mars, on était tous dans notre bulle, et puis dès qu'on est ressorti cet été et a fortiori aujourd'hui où on est dans une phase un peu de confinement, on voit qu'il y a vraiment une notion d'immédiateté, c'est-à-dire j'envoie un premier avis, j'ai pas reçu ce que j'attendais et même pas 24 heures après, je relance, je commence à avoir une conversation entre consommateurs pour savoir où ça en est et évidemment c'est assez compliqué de faire comprendre aux clients qu'il y a avoir des délais qui sont d'ailleurs le plus souvent, comme le disait Julien, pas imputables à la marque, mais à tout un écosystème de livraison, de fournisseurs qui est compliqué. Donc en termes de chiffres, en gros, on a vu que le taux de rebond, le taux de retour suite à un premier commentaire ou à une première question augmenté de 30%, donc ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas ma réponse et dans les 24 heures, 48 heures, je relance et je commence à signaler une insatisfaction qui est forte. Donc on parle vraiment de la petite minorité, ce qu'on appelle chez Custplace la minorité bruyante, hein, qui est pas nouvelle. Et encore une fois, assez étonnamment, le Covid n'a pas changé cette notion de proportion d'avis négatifs, mais l'immédiateté et le niveau d'insatisfaction est pour le coup très, très clairement plus net. Et on voit que c'est, voilà ce que disait Julien ou Justine, difficile d'expliquer que derrière une marque, il y a tout un environnement. Et que on fait ce qu'on peut, mais voilà, c'est cette notion d'immédiateté qui change beaucoup dans ce qu'on a pu constater. Ok, donc ça reboucle avec ce qu'on disait juste avant. Pardon, Julien, tu voulais dire? Non, juste, il me vient une anecdote, alors c'en est une parce qu'elle est venue jusque moi, mais mes collaborateurs en auraient certainement une palette plus complète. Je crois que c'était en octobre, un client chez nous qui a une cuisine posée en 2003, donc ça date un petit peu quand même, hein. Deux charnières qui grincent un peu et qui sont défectueuses. Alors on n'a pas forcément été bon dans la gestion de cette demande, etc.
Toujours est-il que ce client nous a bloqué nos lignes téléphoniques sur 3, 4, 5, 6 jours, je crois. Il bloquait toute la journée mes collaborateurs parce qu'il était excédé par sa charnière qui ne marchait pas et qu'on ne lui avait pas livré dans les temps qu'il estimait normaux. Et ce qui peut être juste quand on se met à la place de cette personne, sauf que voilà, on parle d'un problème qui reste mineur. Et en fait, c'est vraiment ce côté exacerbé de la situation actuelle ou de ce que j'appelle l'irrationnel. Les gens n'ont plus aucune commune mesure d'une problématique par rapport à une situation globale, quoi. Alors, je pense que c'était important qu'on parle aussi de 2020, mais bien entendu, alors, on me l'a rappelé dans les questions, est-ce que ce webinaire est justement orienté plus vers l'avenir mais je pense que si on ne se pose pas les questions sur ce qui s'est passé en 2020, on peut pas comprendre pourquoi 2021 sera différent et les années futures. Est-ce que vous avez tiré justement alors, je vais reprendre un élément que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans le magazine Relations Clients. C'est une étude de Forbes du 3 novembre où on parle du customer care, donc vraiment prendre le bien-être du client, cet élément-là. Est-ce qu'il va être renforcé suite à 2020 ou est-ce que finalement, vous considérez que c'est juste les outils qui ont changé? Est-ce que c'est juste les modes de fonctionnement qui ont changé, le management des équipes qui a changé, mais finalement, c'était dans votre ADN déjà ce côté bienveillance envers le client et l'écoute, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont changer justement? Ouais. Nous, ça a été depuis toujours le nerf de la guerre de la relation client, c'est-à-dire que on met le client au centre de nos réflexions. Et je pense que vu comment ça s'est passé 2020, ça va accélérer en fait cette réflexion. De plus en plus, on va essayer d'améliorer et d'optimiser cette expérience client. Et, euh, et oui, 2021, du coup, on va le mettre encore plus au centre des décisions, de la stratégie, pour que ce soit au final un service transverse qui peut remonter des informations des clients, mais également remonter des informations du réseau. Donc vraiment être ouais, au centre de la stratégie. Donc ça, moi je dirais que ça va accélérer du coup cette tendance. Enfin, pardon, Julien, je t'en donnerai la parole après, mais tu penses que cette évolution, qui est finalement une évolution naturelle, elle a été accélérée ou est-ce que finalement c'était déjà dans les cartons et ça devait être l'évolution envisagée ou qui était déjà prévue, alors sans rentrer dans le secret de la stratégie de Triba, mais en tout cas, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà envisagé? C'était déjà envisagé, mais effectivement, je pense que ça a accéléré, tant au niveau de le mettre au cœur de la stratégie, mais aussi tout ce que tu disais, l'utilisation des outils digitaux par notre réseau. Donc le client, il devient de plus en plus impatient, donc d'accélérer les rendez-vous en visio, par exemple, tout ce qui est avant-vente, parce que nous, on est sur un métier où quand même on fait venir le client en magasin, mais tout l'avant-vente, je pense qu'en 2021, ça va se faire plus rapidement, ça va se faire en ligne et on travaille là-dessus. Ok. Julien, ton niveau, enfin au niveau de Schmitt, mais également toi qui es impacté directement par ça, comment, quels sont les enseignements qui sont tirés et surtout quelles sont les évolutions et est-ce que finalement c'était une évolution naturelle pour toi? Ouais, alors pour ce dernier point dont tu parlais, Justine, nous, c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui, on veut surtout pas qu'au sortir du confinement, on y est sorti tout fraîchement samedi pour les magasins, on rebascule en tout ou rien. Maintenant, tout ce qui était en ligne, vous le laissez de côté, vous reprenez vos traditions habituelles. Non, vous gardez tout ce qu'on avait là, on le garde et on va tout faire pour l'entretenir et le pérenniser sur 2021. Ça, c'est hyper important pour nous. Et ça, c'est une vraie. Je pense que tout ce qui était théorique par le passé est maintenant devenu vraiment concret, quoi. C'est pas un jour il faudra que, ok, ce jour il est venu, maintenant on y est, quoi. Et on va garder ces habitudes et ces outils. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les points plus relation client pure, moi, je dirais que
Aujourd'hui, c'est vrai que jusque-là, c'était un enjeu plus du service client, de se préoccuper de tout ça, et le reste de l'entreprise était, même si c'était important dans le discours, n'était pas forcément focalisé là-dessus. Et ça, moi, je perçois un petit changement par rapport à ça, et une vraie volonté d'y aller ensemble au niveau de l'entreprise. Un exemple chez nous très concret, hein, et en toute transparence aussi, c'est que nous, on a perdu notre titre élu service client de l'année cette année-là, sans avoir pour autant démérité, c'est-à-dire qu'on a fini avec une meilleure note même qu'on avait eu l'an passé, et avec la note de l'an passé, on avait obtenu le prix. Et malgré tout, cette année, quelqu'un était meilleur que nous et nous a dépassé. Et là, pour le coup, c'est quelque chose où on a vraiment le souhait et la volonté de l'entreprise, on le voit, et ce qu'on ne voyait pas avant, d'embarquer l'ensemble du groupe, l'ensemble de l'entreprise, dans le challenge d'aller récupérer ce titre l'an prochain, et que ce ne soit pas juste une ambition du service client, mais vraiment une ambition de l'entreprise pour afficher ce type de reconnaissance. Et le dernier point que ça m'évoque, moi, c'est le côté environnemental, RSE, sociétal. Il y a quand même, même si le fameux monde d'après, je ne sais pas s'il a vraiment changé aujourd'hui, mais il y a quand même cette notion qui perdure, et ce monde d'après, moi je le ressens beaucoup, je ne sais pas si c'est parce qu'on y est sensibilisé, mais je ressens beaucoup de choses qui remontent de nos clients sur cette importance environnementale, quoi. C'est-à-dire quand on envoie un SAV, qu'on ne se trompe pas dans ce qu'on envoie parce que c'est du gâchis, qu'on n'envoie pas trop et qu'on envoie juste ce qu'il faut, qu'on soit précis, qu'on soit rigoureux, qu'on soit fiable, enfin voilà, que le côté qualité, ça peut plus être une question d'ajustement, quoi. Ça doit être forcément là. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet pour 2021 où on n'a plus de marge d'erreur, quoi. Enfin, c'était une des questions qu'il y avait dans le chat, notamment, je rebondis sur ce que tu disais, Julien, sur la notion de est-ce que le zéro stock, parce qu'en fait, d'être à flux tendu aussi, ça va dans ce sens-là, c'est de dire on consomme que ce qui finalement est commandé. Est-ce que le zéro stock va continuer à être un élément qui va être la norme, ou est-ce que vous allez faire justement, on parlait de l'électroménager, vous allez faire des stocks, malheureusement, parce que il faut anticiper sur les. J'espère de tout cœur qu'on ne sera pas une troisième vague et qu'on sera un troisième plus ou moins reconfinement. Mais est-ce que ça, vous l'anticipez déjà, ou est-ce que justement vous dites non, on continue comme maintenant, et s'il faut gérer des stocks en rupture, ben on le gérera. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est vraiment de rester dans ce mode flux tendu, parce que justement, il n'y a pas de gâchis, mais c'est d'arriver à réconcilier ce grand écart entre le consommateur qui veut tout et tout de suite, mais qui veut aussi le respect environnemental, quoi. Donc, Okay. il y a un vrai discours marketing aussi à mettre derrière, hein, sur cette responsabilité sociale, environnementale. Et ça, pour moi, c'est un sujet majeur, et c'est des sujets sur lesquels on a besoin de s'appuyer quand on est à la relation client, pour avoir des discours aussi bien construits et bien réassurants justement par rapport à ça. Justement, c'est ça. Je voulais poser la question à Justine sur la communication. Est-ce que la communication est déjà justement en train de tabler sur une communication différente, justement liée à ce côté, peut-être être plus transparent, peut-être être sur des choses beaucoup plus simples pour le client, enfin le prospect en tout cas dans un premier temps, mais le client final, et qui va mettre au centre cette relation client. Est-ce que ça, c'est des choses pareil, hein, je veux pas dévoiler des stratégies, mais l'idée, c'est de dire, bah, OK, est-ce que c'est déjà des choses sur lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a déjà des axes qui ont déjà été mis en place, peut-être? Bah, nous, de notre côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a tout de suite changé les supports de communication pour pas être, comment dire, oui, pour les rassurer et pour leur dire de prendre le temps, pour pas prendre ce confinement comme une opportunité ouverte pour nous, sachant qu'il fallait être compréhensif avec le client et pas prendre cette période comme enfin, pas donner des messages du type bah, vous êtes chez vous, c'est génial, profitez-en, il y a moins 25% chez Triba. C'est pas du tout le but, et je pense que personne ne veut entendre aujourd'hui ce genre de message. On est plus dans la transparence, et comme ce que tu disais, Julien, de tout ce côté un petit peu environnemental.
Je pense que cette période a fait prendre conscience à pas mal de personnes que que l'environnement et toutes ces questions-là étaient hyper importants. Donc oui, clairement, nos communications vont être plus axées sur la transparence et sur un discours plus authentique. Je vais commencer à prendre des questions qui sont dans le chat, j'en ai déjà pris, mais et je vais faire parce qu'il y avait un élément que je trouvais intéressant à vous partager aussi. C'est une question sur les nouveaux outils et on parle de digitalisation. Attention, il va y avoir plusieurs questions dans ma question. Déjà, un premier élément, j'ai trouvé une info qui est toute récente, hein. Facebook a mise $1 milliard sur une solution qui s'appelle Customer avec un K. C'est un CRM omnicanal qui rassemble les conversations des clients de différents canaux sur une seule interface. Et en fait, ils disent que chaque jour, plus de 175 millions de personnes, alors je pense que ça doit être dans le monde ou peut-être juste aux États-Unis, mais de personnes contactent les entreprises via WhatsApp. Donc WhatsApp peut être utilisé. Il y a également le côté Messenger. Donc, ils sont en train de travailler et ce nombre est en augmentation car la messagerie offre une meilleure expérience client globale et stimule les ventes des entreprises. Ça, c'est la notion d'outil. Et donc, on voit que Facebook investit, c'est qu'il y a une tendance. Et dans cet article, effectivement, qui était très intéressant, on en parle de ces outils. Et une des questions du chat également, c'est de dire, mais vos clients, est-ce qu'ils sont tous à l'aise avec le digital? Parce que là, on est en train de parler de gens qui sont capables de faire des visios, qui sont capables de prendre des informations online, mais il y a une population qui est, enfin, on en a parlé, on en parle peut-être moins, mais la fracture numérique, hein, tout le monde n'est pas à l'aise avec ces outils-là. Est-ce que comment vous travaillez ça? Parce que finalement, c'est une double approche. Est-ce qu'on reçoit encore du courrier? Je sais qu'à une époque, on recevait du courrier papier chez Schmitt. Est-ce qu'on en reçoit toujours chez Triba? Et quels sont les canaux? Comment on satisfait tout le monde en fait? Julien? Ah pardon, Vas-y, Julien. vas-y, Justine, t'as commencé, vas-y. Non, j'allais dire, on reçoit toujours du courrier, oui, de moins en moins, mais on en reçoit toujours. Ok. Mais comment vous adaptez justement par rapport à ça, par rapport à ces différents profils de clients? De ce que tu disais, oui, il y a la digitalisation de tous les supports de communication avec une marque, mais on n'oublie pas ceux qui préfèrent appeler, donc qui préfèrent le téléphone ou le mail. Mais en fait, il a fallu se diversifier au fil des années sur différents types de communication. Donc, tu parlais de WhatsApp. Nous, on n'en est pas là, mais on a un chat sur le site avec la solution iAdvise que vous connaissez sûrement. Bien sûr, il y a Messenger sur Facebook. On a gardé le téléphone, on a gardé le mail. Il y a encore un tout petit peu de courrier papier, mais voilà, c'est de moins en moins. Au final, il faut s'adapter à tous les types de personnes, tous les types de clients, et il faut se diversifier au niveau de la palette d'outils de communication, et au final, pas seulement dans le digital. Julien? Et pour notre partie, alors évidemment, on a toujours aussi des courriers, de moins en moins quand même. Alors, on parlait de tolérance, moi je suis pas super tolérant avec les courriers papier quand même, parce que pour le coup là, je trouve que ça commence vraiment à être archaïque. Après, on a essayé beaucoup de choses au fil du temps, et d'ailleurs, évidemment avec vous aussi, Blueboat et Cusplace, on a essayé de brasser le plus large possible, et petit à petit, on s'est quand même recentré sur des canaux assez précis. Et aujourd'hui, typiquement, on s'est totalement branché aussi à Messenger pour toutes les conversations privées, messages privés. Donc ça arrive directement chez nos conseillers clients, les mêmes, qui traitent par téléphone ou par mail. Et on va brancher aussi en 2021, alors que pour les Espagnols, parce que les Espagnols sont très, très friands de WhatsApp. Donc eux, on va les brancher en mode WhatsApp. Et par contre, on ne va pas forcément sur tous les canaux partout, quoi. On essaye de quand même se concentrer, se recentrer sur un certain nombre, parce que je considère qu'on ne peut pas tout faire correctement. Et il faut essayer de faire bien un certain nombre limité de canaux. Après, pour le côté, juste un mot aussi sur l'aspect plutôt magasin et business derrière.
Évidemment, il y a des clients qui ne voudront jamais faire autrement que d'aller en magasin, toucher le produit, etc. Et nos magasins n'ont aucune raison de ne pas continuer à être présents. Et c'est hyper important qu'on ait des lieux de vente physiques. Mais après, je dirais qu'il y a aussi toute une partie de population aujourd'hui qui est prête à faire toute une partie de son projet à distance et qui gagne un temps fou à ne pas aller en magasin, à faire des choses à distance. Et ça, c'est génial parce que maintenant, on sait correctement les adresser, on sait avancer avec cette population, ce qu'on était moins apte à faire quelques années auparavant. Ah, intéressant. J'ai une question dans le chat qui est assez intéressante. Peut-être qu'on va la poser aussi à Nicolas en même temps, Nicolas Mared. C'est est-ce que les réclamations clients qui sont digitalisées, elles ont une valeur juridique? Est-ce qu'elles ont la même valeur juridique que les autres? Oui, elles sont, à partir du moment où c'est écrit, alors ça dépend quel est l'environnement derrière la question, mais à partir du moment où c'est écrit et public, nous, on a les IP, on a les adresses email, tout ça est évidemment privé et sécurisé, mais on a un ensemble d'informations qui font qu'elle est autant recevable qu'une demande directement sur le client ou par écrit ou papier, je crois plus beaucoup, mais par email ou recommandé, aujourd'hui, ça a juridiquement la même valeur. Moi, là-dessus, je suis assez clair. Hein, tu parlais avant de Customer Care et autres. Comme le disait Justine, on est plutôt câblé comme ça. Donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir un courrier recommandé, tamponner la poste, etc. pour prendre en compte le sujet. Peu importe le moyen par lequel il arrive, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que le client, il ait une solution fonctionnelle qui soit techniquement propre et fonctionnellement adapté, quoi. C'est ça l'enjeu, peu importe la manière dont il va nous en parler, qui nous croise dans la rue ou que ce soit un WhatsApp ou un Messenger. Si je ne ferais pas plus avec un recommandé qu'avec autre chose. Donc pour nous, c'est pas un sujet. Okay. Ce qui change, Oui, c'est la visibilité que ça peut avoir. Enfin, toute la notion de, évidemment, qu'on traite d'irréputation qui est, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur Cusplace ailleurs ou sur les forums consommateurs, c'est évidemment l'impact au-delà de la résolution du cas particulier qu'il peut avoir. Et puis, ce qu'on a constaté aussi sur les tendances, c'est le regroupement des consommateurs entre eux. C'est le danger, c'est qu'un consommateur qui a eu un problème de charnière qui est pas forcément clé, mais il va en faire un sujet avec d'autres consommateurs se regrouper. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est la capacité à calmer ce côté émotionnel et derrière, concrètement, si on voit des consommateurs se regrouper, d'essayer de les prendre au cas par cas pour pas que ça s'envenime. Justine, tu avais un point, tu voulais rajouter un point? Oui, exactement. Moi, je dirais que la relation 2.0, comme on l'appelle, c'est d'être réactif, d'être très réactif même sur les supports qu'on utilise, parce qu'effectivement, ce que disait Nicolas, il y a un risque d'effet boule de neige. Et c'est très rapide aujourd'hui d'envoyer un message sur Facebook, d'écrire sur un forum, etc. Et en termes d'irréputation, ça peut avoir des répercussions dramatiques. Donc, nous, on a la chance de travailler avec des partenaires comme vous, Bluebot, pour essayer de capter tout de suite ce qui se dit sur le web. Et au final, je pense que c'est ça l'enjeu aussi de la relation client 2.0, c'est de capter rapidement une insatisfaction et de la régler limite publiquement, quoi, de régler ce problème publiquement pour montrer qu'on est là pour le client et qu'on répond rapidement. Il y a une notion également qu'on n'a pas encore abordée, mais on n'aura pas le temps de le faire à mon avis, c'est la notion de parcours client, hein, c'est de se dire le client à quels sont les points de contact. Mais je voulais essayer d'aller encore un peu plus loin et vous poser une question vraiment de prospective. Est-ce que demain, tu parlais d'une solution qui s'appelle iAdvice, qui permet de faire des bots conversationnels, hein. On prépare un scénario finalement de conversation avec le prospect, le client. Ça dépend à quelle position on le place. Si c'est pour le SAV, ça peut être aussi pour de la prise de commande pour certains projets. La question sur ça, est-ce que demain, vous n'aurez plus besoin de conseiller,
et que tout pourra passer, ou une grande majorité pourra passer par ces bots conversationnels? J'ai ma réponse, mais je vous pose la question. De mon côté, non, on peut pas se passer de l'humain derrière. Tu parlais du bot iAdvise. Au final, derrière, il y a des réponses automatiques, mais il y a de l'humain qui est aussi derrière pour répondre à des demandes plus spécifiques. Donc, non, moi, ma réponse est non, on peut pas s'en passer. Ça permet d'améliorer cette rapidité, enfin, cette rapidité de premier niveau de réponse, de dire on a reçu l'information, on le traite. Si le bot peut le traiter, si c'est une demande simple, sur un produit, sur un délai de commande ou ce genre de problématique, oui, mais après, je pense que oui, c'est pratique pour un premier niveau de réponse, mais ensuite derrière l'humain est indispensable. Pour moi, c'est tout à fait c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que on a accumulé un tel volume de données au fil des années, parce qu'on est capable d'une telle diversité dans nos métiers de produits, de composantes et autres, que tout ça, ça génère de la donnée à gogo. Et sur le client également. Donc tout ça mixé, c'est juste ingérable pour un conseiller de s'en sortir et d'être rapide pour trouver la bonne réponse. Donc pour tous ces aspects où on cherche un point précis technique, il n'y a presque pas de valeur ajoutée de l'humain qui va perdre un temps fou à le trouver. Là, les bots et tout ça, c'est vachement intéressant et évidemment, on y réfléchit. Et c'est plutôt le côté comment je fais mon conseiller augmenté, hein, avec cette capacité à aller chercher rapidement la bonne info. Mais après, il y a toute l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est propre à notre métier, mais il y a cette composante humaine qui est super forte, quoi. Et nous, je sais que c'est juste impossible à concevoir de ne pas avoir un numéro de téléphone pour s'adresser à un humain en face, parce que le côté cuisine, c'est au cœur de votre vie, quoi. Enfin, je veux dire, ça répond à des besoins vitaux de manger, de ceci, de cela. Et c'est tellement au cœur de votre intimité, de votre façon de vivre que c'est pas possible de s'adresser à un robot, quoi. On veut avoir quelqu'un d'humain en face qui puisse en discuter. Nicolas, peut-être quelque chose à ajouter sur cette partie justement qui est une automatisation d'une partie de la relation client qui est possible, hein, qui peut être une évolution. Est-ce que ça peut être une dérive dans certains cas, je ne sais pas. Mais comment toi tu vois les choses par rapport à l'évolution justement, puisque tu es à la base d'un produit qui peut permettre ça? Oui, bah nous, on traite essentiellement les réponses, la majorité, la majorité silencieuse qui s'exprime. Donc, bah, on a la chance d'avoir effectivement des partenaires type Triba où on collecte un très grand volume d'avis positifs. Et aujourd'hui, bah, les robots nous permettent de s'assurer que ce soit un avis vraiment positif. On fait un scoring sentiment sur l'avis, donc on s'assure qu'il est bien et on y crée des règles de réponse. Donc, c'est au moins un gros avantage de dégager du temps pour justement les conseiller. Pour rebondir sur ce que dit Julien, dès qu'on est dans une problématique de questions de SAV, c'est pas les robots qui vont prendre en charge ce type de réponse, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, quoique, mais surtout que derrière, on veut une vraie personne, on veut qu'il y ait une personne qui prenne en charge le problème et qui réponde. Donc, c'est un petit avantage, c'est de gagner beaucoup de temps sur tout ce qui est positif. Et dès qu'on a un traitement, une question, aujourd'hui, c'est l'humain qui sera évidemment toujours présent. Il y a une dernière, on arrive, il va être bientôt 11 heures, comme on avait prévu 1 heure. Il y a une remarque de Michel qui est intéressante dans le chat, c'est de dire, mais moi, si j'ai un flux email ou un flux direct de contact avec mon service client et que ça ne fonctionne pas, que je n'ai pas de réponse, je vais directement me retrouver sur les réseaux sociaux et c'est seulement là où la marque va prendre en compte ma demande. Est-ce que c'est quelque chose pour l'avenir où vous allez justement travailler à ça, ou est-ce que c'est déjà travaillé justement d'éviter de se dire le consommateur il n'a pas sa réponse, bah, de toute façon il ira sur les réseaux sociaux, alors il trouvera peut-être sa propre réponse avec des autres clients. Ça c'est quelque chose, c'est un enjeu pour les marques aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si la marque ne répond pas assez vite ou ne répond pas, à un moment le consommateur peut aller ailleurs et aller utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que cette tendance, elle se confirme? Est-ce que justement, vous faites attention au nombre de sollicitations qui sont faites par ces réseaux-là?
Nous, on le voit dans nos stats que la plupart du négatif, en l'occurrence, effectivement, ça se passe sur les réseaux sociaux parce que le client a bien compris que c'était visible par tout le monde et qu'effectivement, si la marque ne répond pas rapidement sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences non négligeables. Mais après, pour répondre à ta question, Christophe, je pense que non, on va pas attendre on va pas se dire, bah, le client va écrire sur Facebook, par exemple, pour ne citer que. On va essayer de lui répondre directement à sa problématique. Mais c'est le client qui, aujourd'hui, va directement en premier sur le réseau social. Et on le voit dans nos stats, hein, c'est quasiment le canal principal pour les réclamations. Ok. Donc ça, c'est peut-être un enseignement aussi à ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, qui sont peut-être pas de la même taille que vos structures, mais qui se disent qu'il faut faire attention justement sur les réseaux sociaux et être attentif à ça. Parce que l'internaute client, je vais l'appeler l'internaute client, à un moment, eh bien, il va aller s'épancher sur les réseaux sociaux. Peut-être, là, il nous reste, allez, on va se prendre encore 2 minutes si ça vous va pour tout le monde, pour conclure. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour 2021 par rapport à la relation client Julien, je vais commencer par toi et je terminerai justement par Justine. Julien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que tu as un mot de conclusion? Voilà, tout simplement, pour terminer ce webinaire. Difficile question. C'est pas facile. Non, je sais pas. Une relation sereine, on va dire. Une relation sereine. En fait, ta dernière remarque, ça me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire que je pense qu'une marque qui se soucie pas ou qui va traîner sur sa gestion de la demande ou de la réclamation sur des canaux un peu traditionnels ou des canaux privés en tout cas, peut-être qu'elle va réagir après plus rapidement sur le mode public, mais c'est une course sans fin, quoi. C'est perdu d'avance de fonctionner comme ça. Donc, on n'a aucun intérêt. Et nous, c'est ce que tu disais, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de parler de customer care. On est dans cette philosophie-là. Il est important pour nous de traiter tout correctement. Et moi, j'ai jamais peur des effets de bord, parce que même les clients qui me disent bah, si vous ne faites pas, je menace de association de consommateurs, tribunal, machin, je dis mais il n'y a pas de problème, faites-le. Faites-le, parce que je ne dis pas qu'on est parfait dans ce qu'on fait, mais on a la volonté et l'intention, elle est bonne. Donc, faites ce que vous devez faire si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont on gère. Notre volonté, notre intention est bonne. Et pour moi, si je peux me souhaiter un truc, c'est que cette intention soit reconnue par nos consommateurs. Je n'ai pas d'autres besoins. Bon, on vous souhaite de retrouver le label service client de l'année. Merci. Justine, peut-être un mot de conclusion. Eh ben, moi, je nous souhaite de le gagner, ce label, du coup. Non, plus sérieusement, je dirais oui, de continuer sur cette relation de bienveillance et, et de comprendre. Enfin, je pense que le client, il s'attend de plus en plus à une relation un peu privilégiée avec la marque. Il veut toutes les réponses très rapidement, mais il faut pas oublier que derrière, c'est aussi, enfin, il y a des humains. Donc, on est tous un petit peu dans le même bateau. On est des clients, mais on est aussi une marque. Et, c'est voilà, être un peu plus tolérant envers la marque au vu de cette situation aussi. Enfin, de la marque en général, hein, je parle de toutes les marques. Je pense qu'il y en a qui ont pas mal souffert aussi des clients insatisfaits, qui étaient. Voilà, parfois, il y a des mots qui dépassent la pensée au niveau des services clients, mais non, je pense ouais, de retrouver un peu plus de bienveillance des deux côtés et d'apaisement après toute cette période difficile. Je nous le souhaite à tous, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je conclurai. Nicolas, je vais conclure pour tous les deux parce que je vois que tout le monde enfin, ça commence à sortir de la salle. Merci à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire entre Custplace et Blueboat. Voilà, il y a eu peut-être des questions qui
peut-être que ça ne vous a peut-être pas intéressé sur certains points, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéressait, c'était de donner la parole à Justine et Julien. On les connaît bien. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment eux fonctionnent dans leur service. On essaiera d'en refaire, je pense, des webinars, peut-être que Space de son côté, Bluebot de son côté, où on en refera ensemble avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a permis de passer un petit bout de matinée sympa et puis surtout vous avez pu apprendre plein de choses. Voilà, c'était l'objectif. Donc restez à l'écoute de nos réseaux pour le coup, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter pour Caspace et Bluebot. Et puis je remercie encore Julien et Justine d'avoir pris du temps sur leur emploi du temps pour préparer, parce qu'on a préparé et derrière pour assister aujourd'hui et participer. Donc je vous remercie à tous et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis un peu en avance parce que c'est bientôt une bonne fête de fin d'année à tous. Voilà. Merci à Merci à tous. tous. À bientôt.